Et si un simple siège dans un avion pouvait coûter toute sa carrière à un pilote? Pour Maya, 10 ans, son choix enthousiaste d'un siège côté hublot sur un vol pour rendre visite à ses grands-parents s'est transformé en une épreuve humiliante. Le pilote arrogant à un homme qui la considérait comme inférieure a décidé d'en faire un exemple. Il la rabaissa, se moqua d'elle et tenta de la forcer à bouger, tout cela devant un avion bondé. Mais il commit une erreur fatale, il ignorait qui était sa mère. Et l'appel téléphonique de Jessica quelques minutes plus tard allait non seulement bouleverser sa journée, mais aussi ruiner à jamais sa brillante carrière. C'est l'histoire de la façon dont les préjugés d'un pilote ont conduit à sa chute ultime. Le bourdonnement de l'aéroport était une symphonie familière pour Maya, 10 ans, le roulement rythmique des valises, les annonces lointaines crépitant dans l'interphone, le bourdonnement d'une centaine de conversations qui se chevauchaient se fondant dans une mélodie d'aventure. Cette mélodie était particulièrement douce aujourd'hui. Elle était en route pour rendre visite à ses grands-parents à Phoenix, un voyage qu'elle attendait avec impatience toute l'année. Sa petite main était blottie dans celle de sa mère, Jessica, tandis qu'elle naviguait dans le terminal animé de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. Maya était une fille brillante, aux grands yeux curieux, qui s'imprégnait du monde qui l'entourait. Ses cheveux, coiffés en tresses complexes, témoignaient de la patience et de l'amour de sa mère. Ce matin-là, elle serrait son exemplaire usé de l'Es Chroniques de Narnia, ses pages adoucies par d'innombrables lectures, remplies d'histoires de courage, de magie et d'évasion. Mais aujourd'hui, la véritable magie résidait dans le ciel, la perspective de voler, de planer au-dessus des nuages. Il volait sur American Airlines, un détail qui pouvait paraître banal aux yeux d'autres, mais pour Maya, c'était un véritable voyage vers le ciel. Elle suivait leur vol au double à 1258 depuis une semaine, son excitation grandissant de jour en jour. Plus que la destination elle-même, Maya chérissait le voyage. Plus particulièrement, elle chérissait le siège côté hublot. Pour Maya, le siège près de la fenêtre était un portail vers une autre dimension, à un endroit où le monde d'en bas se transformait en un minuscule patchwork de champs verdoyants, de routes brunées et de rivières scintillantes. C'était là que le sol s'effondrait, où elle pouvait s'imaginer telle une géante arpentant la terre, aussi petite qu'un jouet. Elle avait remporté son siège, le 24 des semaines auparavant, célébrant cette petite victoire par une danse joyeuse dans le salon. À l'approche de la porte C-22, le cœur de Maya bondit d'impatience. Le majestueux Boeing 737 brillait sous le soleil de l'après-midi, sa coque argentée reflétant la lumière telle une armure. Elle pressa son visage contre la vitre du terminal, son souffle formant un petit cercle. « Le voilà, maman » murmura-t-elle, la voix étouffée par l'émerveillement. Jessica sourit. À 38 ans, elle dégageait une force tranquille, une femme qui avait traversé de nombreuses épreuves et en était ressortie plus forte et plus sage. Avocate accomplie, elle avait appris à Maya à connaître sa valeur et à se tenir debout. Voir la joie pure de sa fille était sa plus grande récompense. « C'est une beauté, n'est-ce pas ?» répondit-elle en serrant doucement la main de Maya. L'appel de l'embarquement arriva enfin. Maya vibrait d'excitation. Ils étaient dans le groupe d'embarquement 4, et en attendant, Maya serrait sa carte d'embarquement comme un billet d'or. Lorsque l'agent d'embarquement la scannait avec un joyeux « Profite bien de ton vol, ma chérie », Maya rayonnait si fort qu'elle aurait pu illuminer tout le terminal. Monter dans l'avion lui donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. L'étroitesse du couloir, la douceur de la moquette, la fraîcheur de la climatisation, tout cela l'enveloppait d'un frisson d'aventure. Maya ouvrit la voie, son regard cherchant, 22, 23, 24. « Le voilà, maman » s'exclama-t-elle dans un murmure essoufflé. Elle se glissa dans le siège 24A, le siège côté hublot tant convoité. C'était tout ce dont elle avait rêvé. L'aile s'étendait à l'extérieur, large et puissante. Elle pressa son visage contre l'acrylique frais, s'élevant déjà dans son imagination. Elle montrait des choses à sa mère, « Regarde, maman, cette petite voiture prend les sacs. » Sa voix était un torrent de joie. Jessica écoutait, le cœur gonflé d'une joie silencieuse. Ces moments simples, elle le savait, étaient ce qui rendait la vie belle. La cabine se remplit lentement. Puis un homme, vêtu d'un uniforme de pilote impeccable, s'avança dans l'allée aux grands, cheveux argentés, avec une autorité guindée et assurée. C'était le capitaine Harrison, un homme qui pilotait depuis plus de 20 ans et qui portait son pouvoir comme une seconde peau. Il scrutait la cabine, le regard perçant, cherchant non pas des problèmes de sécurité, mais tout ce qui ne correspondait pas à sa vision rigide du monde. Son regard se posa sur Maya. Il ne voyait pas un enfant émerveillé. Il voyait quelqu'un qui, à ses yeux,
n'avait rien à faire avec lui. Son regard se posa sur Jessica ou une femme noire posée, élégamment vêtue ou qui soutint son regard avec un sourire poli mais ferme. Ses lèvres se retroussèrent légèrement en signe de dédain. Il s'arrêta à leur rang, projetant une ombre sur la lueur ensoleillée de Maya. « Vous n'êtes pas au bon endroit, dit-il. » Sa voix n'était pas forte, mais elle transperçait le bourdonnement discret. Maya cligna des yeux, perplexe. Elle jeta un coup d'œil à sa carte d'embarquement. « Mais c'est marqué 24A, murmura-t-elle d'une voix hésitante. « J'en suis sûr, répondit le capitaine d'un ton condescendant. « Mais nous avons un problème. Un VIP a besoin de ce siège. Vous devez vous déplacer. » Le sourire de Jessica s'éclaircit. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait déjà entendu, trop souvent. C'était la voix du droit, la voix d'une oppression silencieuse, enveloppée d'une illusion de politesse. « Je suis désolé, capitaine, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Nous avons réservé ces places à l'avance. Ma fille attendait avec impatience le hublot. Les yeux du capitaine Harrison se plissèrent. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout pas par des femmes comme Jessica. « Madame, dit-il, la politesse s'évanouissant dans sa voix, je ne demande pas. Je dis. Nous devons accueillir nos passagers prioritaires. Allez-vous bouger, ou allons-nous avoir un problème ?» Le volume de sa voix monta. Les têtes se tournèrent. La douce magie de l'instant se brisa. Les mains de Maya tremblèrent. Ses yeux se remplirent de larmes. L'homme qui était censé la faire voler dans le ciel la surplombait désormais comme une menace. Le cœur de Jessica brûlait de fureur. Chaque fibre de son être voulait protéger sa fille de cette horreur. Mais elle savait qu'elle devait garder son sang-froid. Elle inspira profondément. Puis, d'une voix posée et calme, elle dit, « Commandant, avec tout le respect que je vous dois, vous ne nous avez donné aucune raison valable de changer de place. Nous sommes à nos places assignées. Si vous devez accommoder quelqu'un, c'est à la compagnie aérienne de régler ce problème, pas à nous. Ma fille a 10 ans. C'est sa place. » Le masque du capitaine Harrison se fêla. Il ne s'attendait pas à une quelconque résistance. Certainement pas de sa part. « Madame, dit-il d'une voix douceâtre et maladive, sa patience s'amenuisant visiblement, c'est mon avion. Mon autorité est absolue. Je n'aurai pas cette conversation dans l'allée. Vous retardez l'embarquement. Il y a des sièges libres au fond. Vous pouvez les prendre. » Il fit un geste vague vers l'arrière. Un mouvement de poignet dédaigneux. L'implication était évidente. « Tu n'as pas ta place ici. » Il devait être à l'arrière, hors de vue. Quelques passagers autour d'eux commencèrent à murmurer. Un homme assis derrière, un ouvrier du bâtiment costaud au visage aimable, se pencha et dit, « Eh, laissez-les tranquilles. Le gamin n'embête personne. » Une femme assise de l'autre côté de l'allée, l'air vif dans son tailleur et son regard, ajouta fermement, « Il a raison. Ils ont leur carte d'embarquement. C'est du harcèlement. » Le capitaine Harrison tourna brusquement la tête vers les voix, les yeux brillants de fureur. Son autorité était ouvertement remise en question. « Ça ne te regarde pas, » gronda-t-il d'une voix sèche et cassante. « Reste en dehors des affaires aériennes. » Il se tourna vers Jessica, le regard venimeux. « Dernière chance, madame. Bougez. Maintenant. » Maya ne put plus se retenir. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, rauque et déchirant, brisant le silence tendu. Elle enfouit son visage contre le flanc de sa mère, son petit corps tremblant de peur. « Maman, je suis désolée, » murmura-t-elle d'une voix brisée et douce. « On peut déménager. Je ne veux plus de la fenêtre. » Entendre le murmure de sa fille, vaincue, lui transperça le cœur. Il ne s'agissait plus d'un siège près de la fenêtre. Il s'agissait de dignité. De tenir tête à un tyran déguisé en autorité, usant de son uniforme pour anéantir la joie d'un enfant. « Non, ma puce, » murmura Jessica d'une voix douce mais ferme comme du fer. Elle entoura Maya de ses bras protecteurs. Puis elle leva les yeux vers le capitaine Harrison. Toute politesse avait disparu. Son regard était clair, posé et sans crainte. « Non. Nous ne bougerons pas. C'est vous qui perturbez mon enfant. Vous perturbez mon enfant sans motif légitime. Vous n'avez même pas identifié ce soi-disant VIP. Franchement, capitaine, votre comportement est non professionnel et discriminatoire. »
Le mot « discriminatoire » a retenti comme un coup de tonnerre. Il est resté en suspens, tranchant, accablant. Le visage du capitaine Harrison prit une teinte rougeâtre et pleine de colère. Il perdait le contrôle, et il le savait. Mais son orgueil ou ses préjugés tenaces refusaient de le laisser tomber. « Vous m'accusez de quelque chose, madame ?» Sa voix se transforma en un grognement bas et menaçant tandis qu'il se penchait vers elle, envahissant son espace. « Vous feriez mieux de bien peser vos mots. J'ai le pouvoir de vous expulser, vous et votre fille, de ce vol pour avoir perturbé le vol. » La menace était scandaleuse, un abus de pouvoir flagrant. Il déformait la vérité, les présentant comme les agresseurs. Le regard de Jessica ne vacilla pas. Elle voyait clair en lui, un petit homme caché derrière un grand titre. Vous expulseriez une mère et sa fille de 10 ans en pleurs parce qu'elle s'asseyait à leur place, demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Je pense que les autres passagers pourraient voir différemment qui est vraiment le perturbateur. Ces paroles allumèrent l'étincelle. La cabane, déjà en ébullition, commença à bouillir. C'est ridicule, a crié un jeune homme portant un sweatshirt universitaire quelques rangées plus loin. Appelez l'hôtesse de l'air principal, a demandé la femme d'affaires de l'autre côté de l'allée. Ce pilote est hors de contrôle. Une hôtesse de l'air expérimentée, Carole, s'est approchée, le regard bienveillant, la présence calme malgré la tension qui crépitait dans l'air. Capitaine Harrison, dit-elle doucement, essayant de désamorcer la situation, quel semble être le problème. Harrison se redressa, la voix saccadée, cassante. Ses passagers refusent d'obtempérer aux instructions de l'équipage. Ils retardent le départ. Les yeux de Carole passèrent du visage furieux du capitaine à celui résolu de Jessica, puis à Maya, qui sanglotait toujours doucement. Son expérience lui a immédiatement révélé où se trouvait le véritable problème. Et il ne se situait pas au rang 24. « Capitaine, dit-elle doucement en baissant la voix, on pourrait peut-être en discuter dans la cuisine. Laissez-moi m'en occuper. » Mais Harrison était trop loin. Il était ivre de sa propre autorité et déterminé à gagner, quel qu'en soit le prix. Il ignora Carole et pointa un doigt vers Jessica. « J'ai fini de parler », lança-t-il sèchement à la cabine. « Ce vol ne décollera pas tant que ces deux-là n'auront pas rejoint les sièges que je leur ai attribués. S'ils refusent, ils seront escortés par la sécurité. » La menace était désormais publique, un ultimatum hideux craché en l'air. Il avait fixé ses limites. Mais ce que le capitaine Harrison, dans son arrogance aveuglante, ne voyait pas, c'est qu'il n'avait pas seulement affaire à une mère rebelle. Il avait affaire à une femme qui connaissait le pouvoir. Qui comprenait le jeu mieux que lui. Et qui était sur le point de commettre l'acte qui le détruirait. Jessica serra Maya contre elle, lui murmurant un doux réconfort à l'oreille tandis que son esprit s'emballait. Elle avait déjà eu affaire à des hommes comme Harrison ou des hommes dont l'ego fragile se cachait derrière l'autorité, les préjugés déguisés en politique. Elle savait qu'il était inutile de discuter davantage. Il était trop loin, trop plongé dans son propre récit déformé. Il avait besoin d'être contrôlé depuis un endroit hors de sa portée. Après une dernière caresse apaisante pour Maya, Jessica fouilla dans son sac à main de créateur. Ses mouvements étaient lents et réfléchis, contrastant fortement avec l'énergie frémissante et volatile du pilote. Elle sortit son élégant smartphone haut de gamme. Les autres passagers la regardèrent, captivés. Allait-elle l'enregistrer? Appeler la sécurité? Le capitaine Harrison ricana. Un coup de fil ne vous servira à rien, madame. Tous les appareils électroniques doivent être en mode avion pour le départ. Un départ que vous retardez actuellement. Jessica ne lui jeta même pas un coup d'œil. Ses doigts parcoururent rapidement l'écran, non pas vers l'appareil photo, mais vers ses contacts. Elle a fait défiler les noms au juge, associés de cabinet d'avocats, clients prestigieux jusqu'à ce qu'elle trouve celui qu'elle voulait, Robert. Elle a appuyé sur « Appeler ». La sonnerie semblait terriblement forte dans la cabine essoufflée. « Tu dois éteindre ce téléphone », aboya Harrison en s'avançant. Jessica leva calmement un doigt, un instant. Elle ne le regarda toujours pas. L'audace de ce geste le stupéfia et le réduisit au silence. L'appel a été connecté. « Jessica ? Tout va bien ?» Une voix d'homme, chaleureuse et inquiète, résonna dans l'enceinte. Jessica passa en mode haut-parleur, sa voix posée, égale et posée. La voix d'une avocate exposant les faits au tribunal. « Bonjour, Robert. Je m'excuse pour cet appel personnel,
mais je suis dans une situation délicate, dit-elle d'une voix douce. Je suis sur le vol 1258 d'American Airlines reliant Dallas à Phoenix, en cabine 24B, Maya en cabine 24A. Nous avons un problème avec le pilote, le capitaine Harrison. Dans le cockpit, le copilote, David, écoutait par l'interphone. Une boule de froid lui serrait l'estomac. Il avait déjà vu le tempérament colérique d'Harrison, mais jamais celui-là. Le capitaine Harrison, toujours furieux, était visiblement secoué. Le nom de Robert ne lui disait rien. Mais la froide assurance de Jessica le déstabilisait. Jessica poursuivit d'un ton inflexible. Le capitaine Harrison insiste pour que ma fille de 10 ans et moi cédions nos sièges à un VIP anonyme. Lorsque j'ai poliment refusé, il est devenu agressif. Il a menacé de nous faire expulser de force pour perturbation publiquement, devant la cabine. Il y eut une pause. Quand Robert reprit la parole, sa voix était glaciale. Passe le pilote au téléphone, Jessica. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Jessica tendit le téléphone à Harrison. Son visage ne trahissait rien. Il aimerait vous parler, dit-elle d'un ton égal. Harrison hésita. Son visage se dissipa. Une sueur froide lui perla la peau. Qui était ce Robert? Il tendit la main vers le téléphone, tremblante. C'est le capitaine Harrison, croassa-t-il, essayant de faire appel à l'autorité qui lui glissait entre les doigts. Capitaine Harrison, répondit la voix, plus froide que la glace, voici Robert Izim. Le nom a fait l'effet d'un coup physique. Harrison recula en titubant. Son visage devint blanc comme la cendre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans une horreur silencieuse. Nom de Robert. Tous les employés d'American Airlines connaissaient ce nom. Du personnel au sol au conseil d'administration. C'était le nom de leur PDG. La couleur quitta le visage d'Harrison. Les autres passagers n'avaient peut-être pas entendu le nom. Mais ils ont vu sa réaction. Et ils ont compris que tout avait changé. Ils l'ont vu, le changement soudain et spectaculaire de pouvoir. L'intimidateur, qui se pavanait et menaçait quelques instants plus tôt, ressemblait maintenant à un écolier surpris en train de mettre le feu. Monsieur Izom, monsieur, balbutia Harrison, la voix brisée. Je peux vous expliquer. Il y a eu un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, capitaine, la voix d'Izom coupa son excuse pathétique comme un rasoir. Je consulte actuellement la liste des passagers du vol 1258. De mon côté, je vois Jessica Marshall et sa fille, Maya, assignées au siège 24A et 24B. Je constate également qu'aucun autre passager de ce vol n'est VIP. Je voudrais donc que vous m'expliquiez très clairement pourquoi vous harcelez l'une de nos membres double Advantage Executive Platinum et son enfant. La deuxième bombe est tombée, Advantage Executive Platinum, le niveau le plus élevé du programme de fidélité de la compagnie aérienne, réservé à ses clients les plus fréquents et les plus appréciés. Jessica n'était pas une passagère comme les autres. Elle faisait partie de leur élite. L'esprit d'Harrison se vida. Il ne parvenait pas à formuler la moindre pensée cohérente. Il avait ciblé une femme noire et son enfant, les considérant comme des proies faciles, sans défense et insignifiantes. Au lieu de cela, il avait choisi de se battre avec un client de premier plan qui avait le PDG de toute la compagnie aérienne en numérotation abrégée. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, capitaine, continua Izom, sa voix étant un grognement bas et dangereux. Vous ne direz plus un mot à mademoiselle Marshall ni à sa fille. Vous retournerez immédiatement au cockpit. Vous ne piloterez plus cet avion, ni aucun autre avion d'American Airlines. Votre carrière au sein de cette compagnie est terminée. Un représentant de l'entreprise vous accueillera à la porte d'embarquement. Vous me comprenez? Mais monsieur, plaida Harrison, sa voix réduite à un murmure désespéré. Tu me comprends, répéta Izom, chaque mot résonnant comme un coup de marteau. Oui, monsieur, murmura Harrison, son corps tout entier s'affaissant de défaite. Jessica reprit calmement son téléphone de sa main molle et tremblante. Merci, Robert. On se retrouve à la réunion du conseil la semaine prochaine, dit-elle doucement. Elle raccrocha, rangea son téléphone dans son sac, puis leva les yeux vers l'homme complètement brisé qui se tenait dans l'allée. Elle n'avait pas l'air triomphante. Elle n'avait pas l'air satisfaite. Elle le regarda avec un regard froid et appréciateur, distant, intouchable. Le silence régnait dans la cabine. Chaque passager, chaque membre d'équipage, était figé,
essayant de comprendre l'incroyable tournure des événements dont il venait d'être témoin. Le pilote qui avait minimisé le simple souhait d'une fillette de 10 ans d'avoir un siège côté hublot venait de voir sa carrière mise à terre à jamais par un simple appel téléphonique discret. Le karma n'arrivait pas. Il était arrivé avec une efficacité brutale et rapide comme une exécution d'entreprise. Et l'avion n'avait même pas encore décollé. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle turbulence. Le capitaine Harrison se tenait immobile dans l'allée, tel une statue d'orgueil brisée. Son visage était devenu pâle et grisâtre. Ses yeux, autrefois brûlants d'arrogance, étaient désormais vides, fixés sur la femme qui avait bouleversé son monde en moins de 2 minutes. L'hôtesse de l'air Carole, son professionnalisme intact malgré son propre choc, lui toucha doucement le bras. « Capitaine, allons-y » murmura-t-elle doucement. Cette fois, il ne résista pas. Il se laissa guider vers l'avant de l'avion, tel un homme en transe. Sa démarche assurée avait disparu, remplacée par un pas traînant, faible et hésitant. Les passagers le regardèrent s'éloigner, certains avec admiration, d'autres avec incrédulité, une vague collective de stupeur et de stupeur parcourant la cabine. L'intimidateur avait été vaincu, non pas par des cris ou de la colère, mais par une puissance silencieuse et calculée. Alors qu'Harrison disparaissait dans la cuisine, le charme fut rompu. Un tonnerre d'applaudissements parcourut les rangs autour de Jessica et Maya. Un ouvrier du bâtiment de la rangée derrière nous a laissé échapper un sifflement bas. « Madame, dit-il, un sourire s'étalant sur son visage, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue sur un vol. » La femme d'affaires de l'autre côté de l'allée hocha simplement la tête, ses yeux brillant d'un profond respect. « Bien joué, murmura-t-elle silencieusement. Jessica lui offrit un petit sourire reconnaissant, mais son attention était concentrée sur Maya, qui la regardait avec de grands yeux émerveillés. Les larmes avaient disparu. À leur place, un regard de pure crainte. « Maman, murmura-t-elle d'une voix étouffée, que s'est-il passé ?» Jessica lissa doucement les tresses de sa fille, son toucher était tendre, protecteur. « Ce qui s'est passé, ma chérie, c'est qu'un homme qui harcelait a appris que les actes ont des conséquences. Personne n'a le droit de te rabaisser. Jamais. » Elle serra Maya fort dans ses bras, une vague de soulagement féroce la submergeant. Elle avait protégé son enfant et, plus important encore, elle lui avait montré que l'injustice ne devait jamais être subie en silence. À l'avant de l'avion, l'activité s'accélérait. Le copilote, David, était déjà en communication radio avec les opérations. Sa voix était laconique. « Nous avons un problème avec le commandant de bord. Nous sommes bloqués à la porte. J'ai besoin d'un remplaçant immédiat pour le vol A 1258. » La passerelle, qui avait déjà été retirée pour le départ, a été rattachée à l'avion avec un bruit sourd et final. Quelques minutes plus tard, 2 silhouettes apparurent à la porte de la cabine. L'une était un homme vêtu d'un élégant costume sombre, le visage grave et professionnel, le représentant de l'entreprise qu'Izom avait promis. L'autre était une femme, la responsable des opérations de l'aéroport pour American Airlines, son expression tendue par une urgence contrôlée. Ils ont brièvement discuté avec les agents de bord avant que l'homme en costume ne descende l'allée. Il contourna le cockpit et s'arrêta à la rangée 24. Il s'accroupit légèrement pour pouvoir parler à Jessica au niveau des yeux. « Mademoiselle Marshall, dit-il d'une voix polie et respectueuse. Je m'appelle Daniel Porter. Je travaille au service des affaires générales. Au nom d'American Airlines et en mon nom personnel, Monsieur Izom, je tiens à vous présenter nos plus sincères et profondes excuses pour le comportement inacceptable dont vous et votre fille avez été victimes. » Jessica hocha la tête, acceptant gracieusement les excuses. « Merci, Monsieur Porter. Nous prenons cette affaire très au sérieux, » a-t-il poursuivi. Le commandant Harrison a été relevé de ses fonctions avec effet immédiat. Nous avons désigné un nouveau commandant pour prendre les commandes du vol. Il y aura donc un léger retard, pour lequel nous nous excusons sincèrement. A-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous ou votre fille? Seriez-vous plus à l'aise en première classe? Jessica s'arrêta, puis regarda Maya, qui regardait déjà par la fenêtre, sa joie antérieure revenant lentement. Merci pour l'offre, Monsieur Porter, mais nous sommes plutôt bien ici. Ma fille est ravie de son siège côté hublot. Porter sourit, un véritable soulagement adoucissant ses traits. Bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, n'hésitez pas à le faire savoir à l'une des hôtesses de l'air. Il lui a tendu sa carte de visite. Et s'il vous plaît,
présentez également mes excuses à votre fille. » Il adressa un sourire gentil à Maya, puis se retourna et retourna à l'avant de l'avion. Le véritable drame se déroulait dans la cuisine. Harrison était en train d'être débriefé, ou plutôt, renvoyé. À travers le rideau partiellement ouvert, les passagers pouvaient apercevoir des bribes de la scène. Harrison implorait, sa voix brisée. Monsieur Porter et le directeur des opérations restèrent impassibles, leurs visages sculptés dans la pierre. Vous remettrez votre carte d'identité de compagnie aérienne et tous les biens de l'entreprise. La voix de Porter était basse, froide, mais claire. Vous serez raccompagné à la sortie de l'aéroport. Une lettre de licenciement officielle vous sera envoyée à votre domicile. N'essayez pas de contacter les employés d'American Airlines. Est-ce bien clair? La réponse était inaudible, vaincu. Quelques instants plus tard, Harrison a été escorté hors de l'avion. Il ne ressemblait plus à un fier pilote vétéran. Il n'était qu'un homme, dépouillé de sa veste d'uniforme, la cravate desserrée, le visage luisant de sueur et d'humiliation. Il gardait la tête baissée, évitant le regard des passagers qu'il avait essayé de dominer. Alors qu'il descendait de la passerelle et entrait dans le terminal, flanqué du costume d'entreprise et de la sécurité de l'aéroport, il n'était plus le capitaine Harrison. Il s'agissait simplement de Mark Harrison, un chômeur dont la carrière s'était effondrée sur le tarmac. De retour dans la cabine, l'air s'était transformé. La tension s'est dissipée, remplacée par des conversations animées. Les gens étaient au téléphone, envoyant des SMS, racontant cette histoire incroyable. L'histoire du pilote arrogant et de la mère énergique était déjà en passe de devenir virale. Un nouveau capitaine monta à bord, un homme à l'air amical et au sourire chaleureux. Il fit une brève annonce. « Bonjour à tous. Je suis le capitaine Miller. Veuillez m'excuser pour le retard. Nous sommes prêts à vous emmener à Phoenix. Installez-vous confortablement, détendez-vous, nous serons bientôt en vol. » Alors que l'avion quittait enfin la porte d'embarquement, Maya pressa son visage contre la fenêtre, son excitation complètement restaurée. Elle regarda l'équipe au sol faire signe, le terminal rétrécir, la piste en béton s'étendre devant eux. Lorsque les moteurs ont rugi et que le Boeing 737 a dévalé la piste, s'élevant gracieusement dans le ciel, Maya a halté de joie. Le monde s'est effondré sous leurs pieds, exactement comme elle l'avait imaginé. Elle se tourna vers sa mère, les yeux brillants. « Maman, dit-elle d'une voix pleine d'amour et d'admiration, tu es une super-héroïne. » Jessica sourit, le cœur battant. Elle serra sa fille contre elle et déposa un doux baiser sur le sommet du crâne de Maya. « Non, ma chérie, murmura-t-elle d'une voix douce, je suis juste ta mère. » L'avion s'est incliné, tournant vers l'ouest en direction du soleil couchant, laissant derrière lui le chaos, la confrontation et la carrière brisée d'un pilote en disgrâce, désormais enterré quelque part sur le tarmac de Dallas. Pour Mark Harrison, la marche depuis la passerelle d'embarquement jusqu'à l'aérogare devint le voyage le plus long et le plus humiliant de sa vie. Les couloirs anonymes de l'aéroport, des couloirs qu'il avait arpentés pendant plus de 2 décennies avec l'autorité discrète du commandement, lui semblaient désormais un gant de honte. Daniel Porter, de l'entreprise, et un garde de sécurité silencieux et impassible le flanquaient, escorte sans cérémonie qui servait de rappel vivant de la façon dont il était tombé complètement et complètement. Dans un bureau de sécurité stérile et sans fenêtre, au cœur de DFW, on lui a retiré ses papiers d'identité. Sa carte d'identité en plastique, la petite clé de son royaume, a été coupée en deux avec une paire de ciseaux, froidement et négligemment. Le coup de cisaillement a fait l'effet d'un coup de guillotine, arrachant non seulement son identité, mais aussi son identité. Il n'était plus le capitaine Harrison. Il n'était personne. Un intrus dans un monde qui, 1 heure plus tôt, le vénérait encore. Lorsqu'il fut enfin libéré du côté public du terminal, le poids de ses actes, l'ampleur même de ses actes s'abattit sur lui comme un ciel qui s'écroule. Sa carrière n'était pas simplement terminée. Elle avait été publiquement et spectaculairement anéantie. Titubant comme un homme hébété, il trouva le bar le plus proche ou une taverne d'aéroport banale et sans âme, avec des bières hors de prix, des retransmissions sportives sur des téléviseurs silencieux et le cliquetis creux des verres. Il commanda un double whisky et s'affala sur un tabouret, fixant son reflet dans le miroir derrière le bar d'un air absent. Le visage qui le regardait était celui d'un étranger, pâle, vaincu, avec des yeux ternes voilés par la panique et l'incrédulité. Puis le bourdonnement a commencé. Son téléphone vibrait sur le bar une fois, puis une autre, puis constamment. Un texto de son premier officier, David, « Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont tiré dessus.
Tout le monde en parle. Les appels arrivèrent ensuite. D'autres pilotes. Des aiguilleurs. Des amis. Des voix de la famille de la compagnie aérienne qui, une heure plus tôt encore, avaient été son foyer. Il les ignora tous. Il ne pouvait parler à aucun d'eux. Que dirait-il? Que lui, Mark Harrison, avait tenté de forcer une enfant noire à quitter son siège, qu'il s'était trompé de combat avec une femme qui, par un heureux hasard, avait le PDG en ligne. L'orgueil idiot et irrésistible de cette déclaration lui retournait l'estomac. Et le pire était encore à venir. Alors qu'il sirotait son deuxième whisky, l'histoire, alimentée par des dizaines de témoignages de passagers, faisait déjà le buzz sur Internet. Un jeune homme, assis au rang 25, vêtu d'un sweatshirt universitaire, avait tweeté. La chose la plus folle vient de se produire sur mon vol A1258 à destination de PHX. Le pilote a tenté de faire tomber une petite fille et sa mère de leur siège. Maman était une vraie chef. Elle est restée calme, puis a passé un coup de fil. Et puis, le pilote est parti. Viré sur le champ. #FlightDrama #American Airlines #Karma. Le tweet a explosé, retweeté et partagé par des milliers de personnes qui ont exigé des détails. Une femme d'affaires assise en face ou une responsable marketing bénéficiant d'une importante audience en ligne a écrit un message clair et mordant sur LinkedIn. Elle a présenté l'incident comme un exemple magistral d'échec du service client, de destruction de marque et des conséquences d'un manque de professionnalisme incontrôlé. Elle n'a pas nommé Harrison. Elle n'était pas obligée de le faire. Le numéro de vol à lui seul racontait l'histoire. Lorsque Mark sortit du bar en titubant et se dirigea vers le parking, sa disgrâce faisait le buzz à Dallas. Les médias locaux fouinaient déjà. Son nom n'était pas encore connu, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps. Le syndicat serait prévenu. À partir de là, la fuite était inévitable. Il rentra chez lui dans le brouillard, la route familière se transformant en un paysage étrange et hostile. Lorsqu'il entra dans sa maison de banlieue immaculée où autrefois son sanctuaire, sa femme, Linda, l'attendait. Son visage exprimait un mélange de confusion et de colère grandissante. « Mark? Que fais-tu à la maison? Ton vol ?» Ses mots s'éteignirent lorsqu'elle vit son expression. « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ?» Son téléphone vibra sur le comptoir. Une amie lui avait envoyé le lien. Un pilote d'American Airlines a été licencié sur le tarmac après une confrontation avec un passager et un enfant. La vérité lui est apparue dans un flot d'apitoiement sur lui-même, de déni et de défensive. Dans sa version, il était la victime. Jessica Marshall était arrogante. Les passagers étaient une foule excessive. Le PDG avait paniqué pour protéger un riche client. Il a soigneusement omis les connotations raciales de son comportement, la condescendance, la suffisance, la joie à peine voilée qu'il avait éprouvée à essayer d'intimider un enfant. Linda écoutait. Elle connaissait Mark depuis 30 ans. Elle connaissait son tempérament, son arrogance, les préjugés désinvoltes et insidieux qu'il portait comme un bagage invisible. Elle avait entendu ses remarques méprisantes sur le personnel de service, ses blagues racistes, inoffensives, le mépris discret qu'il réservait à quiconque lui semblait inférieur. Elle avait toujours craint qu'un jour son orgueil ne le détruise. Ce jour était arrivé. « Tu as cherché ça toi-même, Mark », dit-elle d'une voix froide et d'un regard distant. Ses paroles ne contenaient aucun réconfort. Seulement la vérité. Son licenciement n'était que le début. Le lendemain, son nom était cité dans la presse. Son visage était partout, il était présent sur les sites d'information, les tabloïds et les réseaux sociaux. L'histoire était trop irrésistible pour être ignorée, le puissant capitaine, anéanti par son propre fanatisme. L'opinion publique a réagi avec rapidité et brutalité. Il est devenu un mème. Un symbole d'arrogance. On l'appelait « Capitaine Karen ». La lettre officielle de licenciement est arrivée par coursier. Le langage était froid, glacial. Licenciement pour motif valable. Faute grave. Violation de l'éthique et du code de conduite de l'entreprise. Atteinte à la marque et à la réputation. Il n'y aurait pas d'indemnité de départ. Pas de parachute doré. Pas de pension au-delà du minimum légal. Ces décennies de service n'étaient que poussière. La FAA a suspendu sa licence dans l'attente d'une enquête approfondie. Sans elle, il était cloué au sol. De façon permanente. Aucune compagnie aérienne ne voulait plus le contacter.
Il était radioactif. Le syndicat lui a offert une consultation juridique symbolique. Mais il a été clair, défendre cette position était vain. Il est devenu prisonnier chez lui. Chaque fois qu'il s'aventurait dehors, il sentait les regards. À l'épicerie, une jeune femme l'a reconnu. Elle l'a filmé, l'a traité de raciste. Il s'est enfui, abandonnant son chariot. Sa vie, autrefois définie par le prestige, l'autorité et le contrôle, s'était effondrée dans la honte publique et la misère privée. Le karma n'était pas un instant isolé. C'était une nouvelle réalité étouffante et implacable. Il avait essayé de prendre la place d'une petite fille. Le monde lui a tout pris en retour. Les semaines se sont transformées en mois. La tempête initiale s'est estompée, l'actualité a continué, mais pour Mark Harrison, les conséquences sont restées permanentes. Inéluctables. Une simple recherche Google de son nom a fait apparaître un millier de cicatrices numériques, des articles d'opinion colériques, des tweets viraux, des mèmes cruels. Il tenta de retrouver un semblant de son ancienne vie. Il postula à des postes de pilote charter, d'instructeur de vol en n'importe quoi pour retrouver les airs, le seul endroit où il s'était jamais senti entier. Les refus arrivèrent par vagues. Polis. Fermes. Ou pire, aucune réponse. Le monde de l'aviation était plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Son nom était poison. Ses finances s'effondrèrent. Sans son salaire à 6 chiffres, l'hypothèque de leur maison de banlieue de rêve devint un fardeau insupportable. Linda accepta un emploi de secrétaire dentaire. Le silence dans leur maison était pesant, étouffant. Le ressentiment flottait dans l'air comme de la fumée. Le rapport de force s'était inversé. L'homme qui commandait autrefois un avion de plusieurs millions de dollars dépendait désormais des modestes revenus de sa femme pour subvenir à ses besoins. L'enquête de la FAA a été conclue. Sa licence a été révoquée pour 5 ans. Une condamnation à mort pour tout espoir de retour. À 58 ans, sa carrière de pilote était terminée. Le karma n'a pas été rapide. Il s'agissait d'une érosion lente et écrasante de tout ce sur quoi il avait bâti son identité. Il a vendu sa Corvette adorée. Il a résilié son abonnement au club de golf. Ses amis qui riaient autrefois de ses blagues détournaient désormais le regard en le voyant. Il est devenu un fantôme dans sa propre vie. Et toujours, hanté par le souvenir d'une fillette de 10 ans assise au siège 24A. Pendant ce temps, pour Maya et Jessica, l'incident a pris une tournure différente. Un catalyseur. Un moment qui a déclenché un changement positif. Jessica, associée dans un cabinet d'avocats réputé spécialisé dans les droits civiques, n'avait jamais prévu que l'affaire éclate. Mais lorsque ce fut le cas, elle y vit une opportunité. Une semaine après le vol, elle eut une longue conversation avec Robert Isam. Il ne s'agissait pas simplement d'un appel entre un PDG et un client. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Il s'agissait d'une conversation entre deux personnes en position de pouvoir, qui comprenaient toutes deux que ce qui s'était passé sur le vol 1258 n'était pas un événement isolé, mais le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. À la demande pressante de Jessica, American Airlines n'a pas simplement licencié Harrison. Elle a également lancé une révision complète de ses programmes de formation à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, à l'échelle de l'entreprise, afin de toucher tous les employés, du personnel au sol au poste de pilotage. Jessica, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, a été invitée à participer à l'élaboration d'un nouveau module de formation plus complet. Ce module était axé sur la désescalade, les préjugés implicites et, surtout, la dignité de chaque client. Elle, Initiative Maya Marshall, comme elle a été baptisée en interne, a été déployée dans l'ensemble de la compagnie aérienne en 1 an. L'histoire a également eu un impact profond sur Maya. Voir sa mère gérer une situation aussi tendue et douloureuse avec grâce, intelligence et une force inébranlable fut un moment formateur pour son jeune cœur. Cela lui enseigna une leçon plus précieuse que tout ce qu'elle aurait pu apprendre à l'école. Cela lui révéla la puissance de sa propre voix, l'importance inébranlable du respect de soi et la vérité intemporelle qu'une personne, armée de droiture et d'une détermination tranquille, peut résister à l'injustice et vaincre. Elle a fini de lire les chroniques de Narnia lors de ce vol pour Phoenix, son histoire de bravoure et de justice a résonné plus profondément que jamais. Son amour pour l'aviation n'a pas été diminué par l'incident. Au contraire, il l'a renforcé. Elle a fini par considérer l'aviation non seulement comme un voyage magique, mais aussi comme un espace où chacun, quelle que soit son identité, mérite de se sentir en sécurité, vu et respecté.
Un an plus tard, le jour du 11e anniversaire de Maya, un colis lui est arrivé. À l'intérieur se trouvait une maquette magnifiquement détaillée d'un Boeing 737 d'American Airlines. Elle était accompagnée d'un mot manuscrit sur le papier à en-tête personnel du PDG, « Cher Maya, pouvait-on y lire ? J'ai été profondément désolé de la façon dont vous avez été traité pendant votre vol l'année dernière. Mais j'ai été inspiré par la force dont vous et votre mère avez fait preuve. Votre expérience nous a aidés à devenir une meilleure compagnie aérienne. Nous avons beaucoup appris de vous. J'espère que vous ne perdrez jamais votre amour du ciel. Continuez à regarder par la fenêtre et à rêver grand. Cordialement, Robert Isam. À l'intérieur de la boîte se trouvait une petite épingle en argent, en forme d'aile de pilote, et un certificat la nommant capitaine junior honoraire. Maya épingla les ailes à sa veste, le cœur gonflé de fierté. Le pilote arrogant qui avait tenté de la rabaisser était désormais un homme oublié, sa carrière réduite en cendres. Mais elle, une jeune fille noire qui avait simplement rêvé d'un siège côté hublot, était devenue, sans le vouloir, un catalyseur de changement. L'appel téléphonique de sa mère ce jour-là avait non seulement ancré la carrière d'un pilote à jamais, mais avait également provoqué des changements positifs dans toute une industrie, contribuant à faire du ciel un endroit plus accueillant pour tous. Le rebondissement final de l'histoire n'a jamais été une question de vengeance, mais de rédemption et du pouvoir durable de faire le bien. 5 ans, c'est long. Assez long pour qu'un enfant franchisse le seuil de l'âge adulte. Assez long pour qu'une carrière s'épanouisse et devienne un héritage, ou s'effondre. Assez long pour que les conséquences d'une seule décision terrible se cristallisent pleinement et irrévocablement. Pour les 3 personnes au cœur de la confrontation sur le vol d'Obleu à 1258, 5 années se sont étirées et ont façonné leur vie d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer lors de cet après-midi ensoleillé à Dallas. Pour Mark Harrison, ces 5 années ont été une lente et douloureuse descente vers l'obscurité. La tempête publique s'était éteinte depuis longtemps, ne laissant derrière elle que les cendres froides et mortes de son ancienne vie. La révocation de sa licence par la FAA pour 5 ans était désormais effective, mais cette étape était vaine. Aucune compagnie aérienne ne voulait l'embaucher. Son nom était devenu un signal d'alarme permanent, un avertissement murmuré dans les salles de repos et les simulateurs de formation de toute l'industrie. Il était le fantôme de l'aviation, une relique d'ego et de préjugés incontrôlés. Lui et Linda ont divorcé 2 ans après l'incident. Les tensions financières entre eux avaient été constantes, mais le véritable fossé était bien plus profond, son refus absolu d'assumer la moindre responsabilité. Dans son esprit, il restait la victime, un homme martyrisé par le politiquement correct, victime d'un monde qu'il croyait devenu mou. Il n'a jamais reconnu la terreur qu'il avait suscitée chez un enfant, ni la laideur de ses propres préjugés. Cet apitoiement tenace était un poison. Et Linda a finalement choisi de s'en préserver. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Mark vivait dans un petit appartement loué dans une banlieue quelconque de Fort Worth. La vente de leur domicile conjugal lui avait laissé juste de quoi survivre. Il travaillait à temps partiel comme chauffeur de camionnette pour un fournisseur de pièces détachées industrielles, un emploi trouvé grâce à une agence d'intérim qui ne posait pas trop de questions. L'uniforme impeccable du pilote avait disparu, remplacé par un polo bon marché en polyester. La vue imprenable depuis le cockpit se réduisait au pare-brise crasseux d'une camionnette, sillonnant les mêmes artères bétonnées de Dallas-Fort Worth qu'il survolait autrefois. Ses journées étaient un cycle monotone, embouteillage, entrepôt et soirées solitaires. Parfois, il se retrouvait près de l'aéroport DFW, tel un papillon attiré par une flamme qu'il ne pourrait plus jamais toucher. Il se garait près du belvédère et regardait les grands oiseaux argentés décoller et atterrir. Une boule lui montait à la gorge. Il voyait les ailerons d'American Airlines, l'aigle fier qui avait été le sien autrefois, et ressentait une rage amère et acide. Il a maudit Jessica Marshall. Il a maudit Robert Isam. Il a maudit la foule anonyme en ligne qu'il accusait d'être responsable de sa ruine. Mais il n'a jamais maudit l'homme dans le miroir. Son karma ne résidait pas seulement dans la perte de son emploi. C'était la prison de sa propre amertume. Une condamnation à perpétuité. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Un après-midi étouffant de juillet, alors qu'il effectuait une livraison, il vit quelque chose qui l'arrêta net. Dominant l'autoroute, un panneau d'affichage annonçant une conférence sur le leadership des jeunes. À 6 mètres de hauteur, le visage de l'oratrice principale était projeté, une jeune fille à l'aube de l'âge adulte, le visage rayonnant d'optimisme et d'intelligence. Ses tresses avaient disparu, remplacées par une élégante afro naturelle. Mais ses yeux écarquillés, curieux, confiants étaient reconnaissables entre mille. Le nom sous l'image est Maya Marshall.
Pour Maya, aujourd'hui âgée de 15 ans, l'incident dans l'avion était devenu un moment déterminant, non pas une blessure qui l'avait marqué, mais une étincelle qui avait allumé son objectif. La grâce et la force de sa mère étaient devenues sa référence. La peur qu'elle ressentait autrefois s'était transformée en détermination, à un feu qui la poussait à s'assurer que personne d'autre ne ressentirait jamais la même chose. L'initiative Maya Marshall d'American Airlines était devenue bien plus qu'un simple programme interne. Sous la direction de Jessica et avec le soutien de Robert Isam, elle est devenue une véritable fondation. Elle promeut la défense des droits des jeunes et offre des bourses à des jeunes issus de milieux sous-représentés, intéressés par l'aviation, le droit et la justice sociale. Maya en était le cœur. Elle s'est découvert un don pour l'art oratoire, prolongement naturel de la curiosité débordante que sa mère avait toujours nourrie. Elle pouvait s'imposer, non pas avec arrogance, mais avec une passion et une authenticité que personne ne pouvait ignorer. Elle s'est exprimée devant des groupes d'étudiants, dans des centres communautaires et, aujourd'hui, lors d'une importante conférence pour la jeunesse. Mais elle n'a jamais nommé Mark Harrison. Elle n'a jamais exprimé sa colère ni son désir de vengeance. Au lieu de cela, elle a partagé son histoire comme une parabole sur les petits espaces et les grands principes. Elle a expliqué comment n'importe quel espace, qu'il s'agisse d'une salle de classe, d'un siège de bus ou d'un hublot d'avion, pouvait devenir un champ de bataille pour la dignité. Elle a évoqué le pouvoir de la voix non pas pour crier, mais pour être entendue. Elle a évoqué des alliés, l'ouvrier du bâtiment, la femme d'affaires, les défenseurs silencieux de la justice. Et elle a parlé de l'importance de se lever, non seulement pour soi-même, mais pour les autres. Son discours fut un triomphe. Elle se tenait debout, posée et puissante, devant une mer de jeunes visages suspendus à chaque mot. « Quelqu'un a essayé un jour de me rabaisser », dit-elle d'une voix qui résonnait dans l'auditorium. Il pensait que mon univers se limitait aux 50 cm d'un siège côté hublot. Mais de là, je pouvais voir le monde entier. Il a essayé de prendre ma place, mais ce faisant, il m'a appris à prendre position. Il pensait me stabiliser. Mais il m'a donné des ailes. Au premier rang, Jessica regardait avec des yeux remplis de larmes. Sa carrière avait pris un essor considérable. Elle siégeait désormais au conseil d'administration de grandes entreprises, dont American Airlines, ardente défenseur de la gouvernance éthique et de la responsabilité d'entreprise. Elle avait encadré d'innombrables jeunes avocats. Mais sa plus grande fierté était la jeune femme debout sur cette scène, sa fille. Ce jour-là, Jessica s'était battue pour le petit coin de ciel de Maya. Et maintenant, Maya montrait à toute une génération comment s'approprier tout l'horizon. Après le discours, alors que Maya était entourée de ses camarades enthousiastes, le téléphone de Jessica a vibré. Un message de Robert Isam. Elle est extraordinaire, Jessica. Le meilleur investissement que cette entreprise ait jamais fait. Jessica sourit. Alors qu'il quittait le centre de conférence, débordant d'énergie, le regard de Maya croisa le panneau publicitaire, le même que son ancien adversaire avait vu. Elle marqua une pause, leva les yeux vers son propre visage souriant et rit doucement. C'est toujours bizarre de voir ça. Tu ferais mieux de t'y habituer, dit Jessica en passant un bras autour de ses épaules. J'ai le sentiment que ce ne sera pas le dernier panneau publicitaire sur lequel tu seras. Ils se dirigèrent vers leur voiture, leur conversation se tournant vers les projets de dîner et le prochain stage d'été de Maya au National Air and Space Museum de Washington, D.C. Leur avenir s'étendait devant eux, un ciel vaste et ouvert, plein de promesses. À des kilomètres de là, Mark Harrison terminait sa dernière livraison. Il retourna au dépôt avec la camionnette. Mais au lieu de rentrer chez lui, il se retrouva une fois de plus au belvédère de l'aéroport. Là, il était assis, regardant les avions. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de violets éclatants, un 737 d'American Airlines étincelant roulait vers le décollage. Les moteurs rugissaient. L'avion s'élevait, s'élevant de plus en plus haut dans la lumière déclinante. Mark Harrison l'observa jusqu'à ce qu'il disparaisse, un minuscule point clignotant dans l'immensité. Il était cloué au sol. Pour toujours. Il contemplait un monde qu'il ne toucherait plus jamais. L'avion et la jeune femme dont il avait involontairement contribué à améliorer la vie continuèrent de voler sans lui. Le karma était complet, silencieux, absolu. Cette unique rencontre à bord du vol 1258 nous le rappelle, le karma n'est pas une force mystique. C'est la conséquence naturelle et puissante de nos choix. Un pilote, aveuglé par l'arrogance et les préjugés, a appris cette leçon de la manière la plus publique et la plus durable. Il a tenté d'éteindre la lumière de la joie d'un enfant,
et a ainsi réduit en cendres sa propre carrière. L'histoire de Jessica et Maya nous apprend à rester fermes dans notre dignité, à dénoncer l'injustice, et à ne jamais sous-estimer l'impact qu'une voix ou un appel peut avoir. Si cette histoire de justice et de responsabilité vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies incroyables. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du fait que le capitaine Harrison ait obtenu son karma.